Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, cette attribution de subvention qui traduit en action la mise en œuvre du contrat local des solidarités 2024-2027, dont nous avons parlé déjà la dernière fois. Ce pacte, je vous le rappelle, qui est contractualisé selon 4 axes. L'axe 1, prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance. L'axe 2, pour amplifier la politique d'accès à l'emploi pour tous. L'axe 3, où il s'agit de lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits. Et l'axe 4, où il s'agit de construire une transition écologique solidaire. Donc, je vous rappelle que le contrat local des solidarités précise la parité du financement entre l'État et la CTM selon la répartition suivante. Donc, l'État à hauteur de 1 068 455 €, par part égale, bien entendu, avec la collectivité territoriale. Donc, pour assurer les missions de prise en charge des personnes sans abri sur l'ensemble du territoire, la CIS gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale multidispositif et des maisons relais. Donc, je vous rappelle que le CHRS il est constitué de structures comme l'accueil de jour, l'hébergement d'urgence, l'hébergement de stabilisation, le SAMU social à travers les maraudes que vous connaissez bien, les lits halte soins santé, les lits d'accueil médicalisés, la restauration solidaire, le centre d'hébergement aussi des grands marginaux. Donc, ce budget prévisionnel 2024 global de la CIS SAMU social est évalué à 6 9 821 €, soit une augmentation de 6,6% par rapport à 2023. Donc, la CTM est sollicitée pour une subvention de montant de 633 674,11 € qui seront répartis donc, pour le financement du CHRS multidispositif et à hauteur de 64 000 € pour les maisons relais en vue notamment de la prise en charge des personnes âgées à la rue et à faibles ressources. D'autres financeurs, donc, bien sûr, participent donc, à ces différentes actions. Donc, la dette pour 37%, l'ARS 41% du financement, la CACEM à hauteur de 60 000 € et le contrat de ville 48 820 €. Voilà, ce dossier a reçu un avis favorable du Conseil exécutif du 7 novembre pour la subvention de 535 486 €. Voilà, Président, pour ce dossier. Merci Audrey. Donc je vais demander tout de suite à Madame Largène Marine de donner l'avis de sa commission, la commission Logement Solidarité. Oui, merci Président. Eh bien, l'avis est favorable, puisque nous connaissons la CIS pour son implication en faveur de la lutte contre l'errance et la précarité. Donc, avis favorable. Merci Madame Largène. Collègues, pour l'attribution de cette subvention, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Rien de particulier? On peut mettre au vote, Madame? Rien de particulier, Président. Allons-y. On peut mettre au vote. Subvention à l'assise. Faut voter, collègues, faut voter. Madame Carius, faut voter. Monsieur Chamas. Merci. On peut fermer. Merci. Unanimité pour ce vote pour l'attribution de cette subvention à l'assise. 44 pour, 0 contre. Deux personnes n'ont pas voté. On continue avec la signature de la convention de gestion en flux de droits de réservation des logements sociaux
Et là, c'est avec la CIMAR. Oui, Président, alors si tu permets qu'on puisse regrouper les trois dossiers, puisqu'en fait, il s'agit de Ah oui, c'est la cette même convention opération. assignée à la fois avec l'ACIMAR, Ozanam Ozanam et et HLM. SMHLM. D'accord, collègues. Il s'agit du même dossier, donc le 16, le 17 et le 18. C'est la signature de flux de réservation de logement avec les trois opérateurs, Ozanam, CIMAR et HLM. Non, non, il n'y a pas de conflit, c'est pareil pour tout à l'heure. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Merci, Président. Donc, vous dire que ces trois conventions, finalement, seront établies pour une durée de 3 ans, puisque cette nouvelle convention qui sera signée avec chacun de ces opérateurs vise à définir le cadre et les engagements de la gestion en flux, en précisant l'actualisation et la comptabilisation des logements sociaux, les modalités de mise en œuvre des attributions, les délais de désignation des candidats, en cohérence avec les orientations d'attribution réglementaires en faveur des publics prioritaires. Donc, il y a une conférence intercommunale du logement ainsi qu'une convention intercommunale d'attribution. Donc, cette convention a pour objectif d'offrir plus de souplesse dans la gestion du parc, de faciliter aussi la mobilité résidentielle et de favoriser la mixité sociale et surtout le décloisonnement et ainsi d'avoir un meilleur système de réservation des logements sociaux. Donc, je rappelle que ce dispositif, c'est l'objectif de la gestion des flux, c'est de pouvoir bien gérer de manière plus souple le parc social sur l'ensemble du territoire et de mieux répartir les logements disponibles selon la demande, d'encourager cette mobilité et de renforcer aussi le partenariat entre les différents bailleurs et les réservataires, dont la collectivité territoriale fait partie, avec la conclusion d'une convention. Il s'agira aussi, et ça je le porte à votre attention, il s'agira aussi pour nous d'avoir une évaluation des différentes attributions qui ont été faites et de pouvoir réajuster en temps voulu cette convention en fonction des constats qui seront faits suite aux différentes instances tenues. Voilà, donc les réservations prévues portent sur un flux annuel de logements exprimé en pourcentage sur l'ensemble du patrimoine social du bailleur sur le territoire, et les nouvelles livraisons de logements ne sont pas comptabilisées dans la gestion en flux. Ils seront pris en compte au moment de leur relocation et intégrés dans le bilan annuel. Le calcul du flux s'entend sur les logements disponibles à la location, hors logements réservés, c'est-à-dire les logements réservés au CHU, à la sécurité intérieure, aux EHPAD aussi, et le taux de rotation moyen, donc les vacances de logement pour l'ensemble des réservataires sur les 3 dernières années, donc 2021, 2022, 2023. Donc, il y aura 2 modes de gestion des droits de réservation, donc la gestion en flux direct, qui consiste pour la collectivité à identifier, comme cela se pratique actuellement pour la gestion en stock des ménages, à la recherche d'un logement dans sa base de données, puis à les soumettre au bailleur pour chaque logement vacant proposé en vue d'une présentation des situations en Caléole. Donc les points forts, c'est vraiment ce nouveau mode de gestion qui a pour avantage de permettre à la collectivité de participer au rapprochement de la demande jusqu'à l'offre de logement. Voilà, et puis bien sûr, vous avez cette gestion en flux délégué qui va constituer pour la collectivité à confier au bailleur le soin de désigner des candidats à l'attribution à partir de listes de candidats fournis. Donc le bailleur est tenu d'informer le réservataire 2 fois par an du suivi des attributions et des signatures de bail. Donc ce qu'il y a comme avantage, c'est de pouvoir avoir cette sélection des candidats effectués, puis une gestion principalement dévolue aussi aux bailleurs. Et voilà, Président, donc pour ces nouveaux modes de gestion dans le cadre de l'attribution des logements sociaux. Merci, Donc, voilà. merci. Un Madame avis favorable Largène. a été donné par le Conseil exécutif. Pardon. D'accord. Madame Largène, donc j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Un avis favorable pour ces 3 dossiers, Voilà. pour la gestion des flux et les réservations. Il a été noté toutefois que le nombre de logements réservés est faible comparativement au niveau des garanties d'emprunt des différentes collectivités et qu'il faudrait quand même clarifier auprès des usagers la question de la procédure de numéro unique et de guichet unique.
parce que c'est pas très clair, mais bon, ça c'est technique, hein. C'est par rapport, ça concerne les bailleurs. D'accord. Enfin, les usagers savent quand même qu'il y a un numéro unique pour quel que soit l'opérateur. Oui, mais quelquefois ils font plusieurs demandes, donc ça complexifie le parcours après. Okay. D'accord. Il y a des autosaisines aussi, donc chaque fois dans la commission donc de Monsieur Duféal. Monsieur Duféal, oui. Pour l'aménagement, pour Odona. Avis favorable à la commission. Chaque fois, pour les trois. Pour les trois, bien sûr. D'accord. Collègue, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur la passation? Oui, Monsieur Dinal. Pour leur réserver des logements, quoi. Ouais. D'accord. On va prendre. Est-ce qu'il y a encore une observation? Oui, monsieur. Monsieur Carole. Des particulières. Depuis quelque temps, c'est-à-dire c'est le problème de l'appauvrissement des gens. Et nous avons aujourd'hui énormément de gens qui, en dépit de leurs efforts, ne parviennent pas à payer les loyers. Alors nous avons un dispositif qui s'appelle le FSL, le Fonds de solidarité logement, mais qui a du mal à fonctionner par rapport peut-être à des moyens et par rapport aussi à la complexité dans le traitement des dossiers. Si bien que nous avons des personnes qui sont des gens tout à fait corrects, qui ne sont pas des viveurs, des noceurs, mais qui sont dans un état de persécution parce que ces gens ne parviennent pas à payer le loyer et régulièrement, eh bien, on les relance et constat d'huissier et mise en demeure de payer. Et moi, je pense qu'il faudrait que notre collectivité intervienne pour qu'il y ait un traitement plus humain de ces personnes. Alors, je ne dis pas qu'il faille rester gratis, ce n'est pas ça du tout. Mais la paupérisation de ces personnes fait qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés pour payer. Alors, je l'avais déjà signalé, mais régulièrement, mais je ne suis pas le seul, je suppose, je suis interpellé à Fort-de-France, et pas seulement à Fort-de-France, sur des questions de cette nature. Et ce sont des gens qui, il y a quelques années, pouvaient payer leur loyer correctement, mais qui sont véritablement en difficulté aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on ait une discussion avec les bailleurs sociaux sur cette question et sur la manière de traiter les choses. Parce que ce sont des gens chez qui on peut taper à n'importe quel moment dans la journée pour dire « bon, vous n'avez pas payé ». Donc il y a le harcèlement des huissiers, etc. Et ça, ce n'est pas supportable. Voilà ce que je tenais à dire. Merci. Est-ce qu'il y a une autre observation? Non? Madame Bardol. Oui. Non, juste une précision par rapport à la remarque du collègue Carole. Effectivement, en tout cas, on s'aperçoit de ces demandes de plus en plus importantes, surtout sur les procédures d'expulsion. Et nous avons travaillé justement, nous avons retravaillé en amont l'accompagnement des familles pour éviter d'arriver à ces cas de procédure d'expulsion et renforcer aussi le dispositif autour du Fonds Solidarité Logement pour permettre de réduire ces dépenses. Et effectivement, les travailleurs sociaux sont aussi, interviennent de manière à permettre un accompagnement vraiment en amont de ces procédures que nous voyons effectivement de plus en plus nombreuses sur le territoire. Donc le travail est essentiel, fait par à la fois les travailleurs sociaux des communes et aussi de nos travailleurs sociaux au sein de la collectivité territoriale. Et nous allons aussi renforcer donc, les équipes qui sont au niveau du service logement pour pouvoir mieux accompagner sur des dispositifs d'accompagnement des familles. Et je pense principalement au FSL qui était insuffisamment utilisé et qu'on peut aujourd'hui solliciter
pour réduire l'ensemble des dépenses, on va dire, obligatoires pour les foyers. Voilà, je pense avoir répondu à l'ensemble des interrogations. Si vous permettez. Non, je pense que, et je sais comment ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas correctement aujourd'hui. Parce que le volume des problèmes a augmenté. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut absolument, en dehors de ce que nous avons toujours fait, FSL et les mesures permettant d'éviter que les personnes ne soient mises à la porte, en dehors de ça, je pense que véritablement, il faut avoir une convention avec les bailleurs sur la question de la prise en charge de ces personnes. Comment on les traite. On ne peut pas persécuter des gens à longueur de journée parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer. Et on sait que le FSL, compte tenu du délai de paiement d'intervention, eh bien, ça ne met pas des gens à l'abri. Ce sont des gens qui sont parfois pendant 6 mois, 1 année, et ont des difficultés réelles qui ne sont pas de leur fait, et pas à travailler. Donc, ils ont pris. Mais je pense que là, véritablement, il faut que... C'est-à-dire que les bailleurs sociaux ne peuvent pas se contenter de recevoir notre soutien financier et ne pas avoir une politique sociale particulière vis-à-vis de ces gens qui ont des difficultés. Même si nous faisons un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas non plus de remettre en cause les travailleurs sociaux, mais il s'agit de renforcer des dispositifs en amont permettant véritablement d'éviter ce type de difficultés. Merci, M. Carole. Il y a une intervention, je pense aussi, des communes qui doivent intervenir. Tout à fait, mais bon. Le service social des communes. Bien sûr. On pourra toujours aller plus loin, puisque de toutes les façons, la paupérisation de la population est réelle. Hein. Donc, ces échanges ont lieu avec les bailleurs sociaux, devront encore être renforcés au vu de la situation. Et puis, bien sûr, un travail de collaboration avec l'ensemble des personnes intervenant dans le cadre de l'accompagnement des familles. Je pense au CCAS, je pense à toutes les portes d'entrée, en tout cas, qui nous interpellent régulièrement sur la situation sociale de nos familles martiniquaises. Donc, bien entendu, ce travail doit être encore plus renforcé. Je vous dis qu'il est en tout cas en cours d'évaluation et nous avons déjà amélioré ce dispositif, en tout cas concernant la prise en charge des familles bien en amont de ces procédures d'expulsion qui effectivement posent un coup près aux familles de devoir laisser leur logement et d'être relogées dans du privé, ce qui complexifie encore plus les situations. Donc, j'entends cette remarque et bien entendu qu'on doit encore continuer à travailler. Merci. Vous avez entendu les conclusions, donc nous allons passer au vote maintenant. Monsieur Clio, il faut voter. Ça va? Catherine? Merci. Il faut clôturer le vote. Merci, collègues. Unanimité donc pour ces 3 dossiers, CIMA, Ozanam et HLM. On va sur le dossier d'urgence, Chido. Oui, Président. Donc, je te laisse annoncer. Oui, dossier 18, participation de la CTM au Fonds de solidarité pour Mayotte suite au passage du cyclone Chido. Oui, donc le 13 décembre dernier, Mayotte était frappée par le cyclone Chido, qualifié de plus violent de la région depuis un siècle. Donc, face à un tel désastre, la collectivité territoriale de Martinique exprime bien entendu toute sa solidarité au peuple mahorais et adresse ses pensées aux familles des victimes. C'est dans ce contexte que Région de France a acté le 16 décembre de la création d'un fonds de solidarité pour Mayotte, pouvant être abondé par les régions et destiné à l'aide d'urgence ainsi qu'à la reconstruction de l'île.
La coordination et le suivi opérationnel de celui-ci sera assuré par la commission Outre-mer des régions de France, présidée par Madame Huguette Bello, présidente de la région Réunion. Donc, les régions de France organisent avec la Direction générale des collectivités locales le circuit adéquat permettant le paiement de ces contributions afin de sécuriser l'intervention des collectivités régionales. Et un travail de convergence est en cours également avec l'Agence des départements de France sur ces sujets. Les modalités du versement de cette aide seront précisées dès que le cadre national d'aide des collectivités territoriales sera connu. Et il est rappelé qu'il n'est pas possible pour une collectivité d'intervenir directement auprès d'une autre collectivité. Donc, le conseil exécutif qui s'est réuni le 17 décembre a émis un avis favorable pour apporter un soutien à Mayotte pour un montant de 50 000 €. Et cette aide devra permettre de procéder notamment à l'acquisition de bouteilles d'eau et de vivres produits secs en priorité, afin de répondre au mieux à l'urgence identifiée lors des échanges qu'ont eu le président du conseil exécutif de Martinique et le président du conseil départemental de Mayotte. Une possibilité de faire un relais via l'île de la Réunion pour d'autres actions est également en cours d'étude. Voilà, chers collègues, pour ce dossier et cette pensée forte qu'on a pour tous les habitants de Mayotte. Voilà, merci. Monsieur, allez-y, monsieur Carole. Oui, rapidement. Alors, il faut quand même rappeler que la tempête Chido n'a pas frappé que Mayotte. Elle a frappé l'archipel des Comores et la côte est du Mozambique, qui a été très affectée avec des destructions massives, des milliers, des dizaines de milliers d'enfants en difficulté. Et il faut que nous ayons, pour ces populations aussi, une pensée de solidarité. Moi, je ne suis pas opposé à cela, personnellement. Parce que dans notre histoire, lorsque nous avons été affectés par de grands aléas, il y a des gens qui nous ont soutenus. Éruption de la montagne Pelée, Edith, etc. Donc, je pense qu'il est sain de marquer une certaine solidarité. Mais en même temps, il faut dire des choses. Le problème, je l'ai dit ce matin, ce n'est pas le cyclone. Évidemment, le cyclone, c'est un problème. Mais c'est l'impact du cyclone sur les modalités de vie des populations qui est une affaire importante. Lorsque vous avez 77% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, lorsque vous avez 40% de gens qui vivent dans des baraques en tôle, facilement destructibles, lorsque par ailleurs on observe que finalement, eh bien, cette zone qui est une colonie française, département français depuis un certain nombre d'années, mais qui est sous protectorat français, d'abord l'archipel, ensuite Mayotte, depuis plus de 183 ans, eh bien, on s'interroge sur ce qui a été réalisé en matière de développement social par la France. Et c'est cette fragilité qui a entraîné la situation que nous connaissons. Donc, il y a quelque part un scandale d'État. Il y a un scandale d'État. L'État français n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour éviter d'exposer de cette manière la population de Mayotte. Et ce n'est pas par hasard que ces jours-ci, les Mahorais sont en train de demander des comptes à M. Macron. Alors, on a nos 32 morts, on dit que peut-être, je ne sais pas, que ce serait des centaines, voire des milliers, mais il faut attendre pour voir. Quelqu'un a dit 60 000 morts à La Réunion, mais ils sont revenus. Ils sont revenus sur ça, donc ce sont des chiffres qui ne sont pas stabilisés. Il ne faut pas trop s'avancer pour l'instant, mais il y a là une véritable responsabilité. Et notre responsabilité nous-mêmes. Alors évidemment, il faut aider, il faut mettre 50 000 €, il faut mettre plus, peu importe. Mais c'est de dénoncer cet abandon manifeste. C'est de dénoncer une politique qui consiste finalement, parce que quel est l'intérêt de Mayotte? L'intérêt de Mayotte, c'est l'océan Indien, c'est l'Indo-Pacifique. Ce sont les matières premières qu'on trouve au fond de l'océan Indien. Et puis c'est une zone stratégique. Donc on utilise Mayotte dans ce sens, mais l'État français n'a rien à foutre de la population. Excusez-moi, je ne suis pas aussi vulgaire d'habitude, mais ça vaut bien un coup de vent. Et l'État français s'en fiche complètement du peuple de Mayotte. Et il faut le dire, même si je dis que bon, il faut être solidaire par principe et
parce que, en quelque part, la solidarité humaine est essentielle. Mais je conclue en disant que ce n'est pas les vents de Chido qui sont responsables de la situation, ce sont les bourrasques de la misère organisée par l'État français. Monsieur Marissette. Oui. Non, je soutiens ce qu'a dit mon collègue. Nous allons voter. En plus, je suis heureux de voir que c'est une commission présidée par Mme Huguette Bello, l'actuelle présidente de la région de Réunion, qui va mener cette affaire. Donc, ça, en tout cas, je sais que c'est une dame sérieuse. Nous avons la garantie que les aides vont arriver à ceux qui en ont besoin. Bon, parce qu'il y a toujours dans ces affaires-là l'interrogation. Vous savez, il y a toujours des scandales dans ces histoires-là. Bon, je fais confiance à Mme Huguette Bello, la présidente Huguette Bello là-dessus. Mais quand je regarde les images, alors c'est vrai qu'on a mis le zoom sur les bidonvilles, ils ont un autre nom, ils ont inventé un autre nom pour ça, beaucoup, mais j'ai constaté qu'il y a également des équipements publics, il y a des hôpitaux, il y a même des villas construites qui ont été atteintes pour ça. Et je me suis remémoré tous les débats que nous avons eus ici le 30 octobre, parce que nous avons eu à nous prononcer comme un projet de décret qui fixait de nouvelles normes paracycloniques et parasismiques. Et nous avons longuement débattu. Rappelez-vous, il y avait une divergence au sein de la commission entre le collègue Odona et moi. Et moi, je remercie, finalement, vous avez rejoint l'idée qu'il faut absolument exiger que les normes soient renforcées parce que nous allons être, comme Mayotte, nous sommes sur le chemin des cyclones. Et les cyclones vont ne plus être violents. Donc, il faut que toutes les nouvelles constructions, toutes les constructions qui existent soient aux normes les plus élevées pour protéger les habitants. Donc, ça illustre bien que les projets qu'on nous avait transmis en mettant des normes très basses, ça nous encourage à insister auprès de l'État pour que les normes soient surélevées et que des dispositifs soient mis pour aider à construire des logements qui protègent les habitants avec tous ces cyclones-là. Voilà la première leçon que je voulais tirer. Mais évidemment, nous sommes partisans de voter cela. Alors c'est dommage. J'espère que les autres sociétés caritatives vont pouvoir solliciter pour aider les autres peuples qui sont autour, que nous connaissons Mayotte parce que, comme il est dans le système français, la télévision ne parle que nous n'avons vu aucune image du Mozambique, etc., etc. Soit sur des chaînes internationales, on a entendu dire, on a vu les images du cyclone, que ce n'est pas simplement Mayotte qui a eu des dégâts, mais les pays un petit peu plus à l'ouest. Mais évidemment, nous n'avons pas les moyens de les aider. La solidarité humaine, je suis pour ça. Merci, M. Marissette. M. Votado. Oui, Président. Je ne serai pas très long, il est déjà tard, mais je tenais à m'exprimer sur ce sujet, et puis j'irai en droite ligne de ce qui vient d'être dit. Notamment, je ne le fais pas souvent, mais il faut condamner l'État français. Les crises à Mayotte, ne serait-ce que depuis notre mandature, on les entend. On entend les crises par rapport à la situation immigratoire, mais qui s'inscrit dans la suite d'une situation historique d'un colon, d'un État colonisateur. On a entendu les crises et on a vécu, et on a même ici débattu une motion par rapport à la situation de l'eau. Et puis aujourd'hui, la nature se charge de rappeler tout le monde à l'ordre et de dire et d'expliquer que c'est parce qu'il y a un mal-développement, c'est parce qu'il y a un non-développement que ces populations sont dans une souffrance qu'on ne peut même pas décrire. Donc la première partie de mon propos, c'est que oui, il faut condamner cette attitude de l'État français, et encore plus aujourd'hui où le président de la République est en déplacement sur le territoire. Deuxième chose, moi je suis interpellé par des Mahorais un peu pour l'après, notamment sur la partie développement économique et ce dont ils ont besoin, en plus de l'urgence de la reconstruction. C'est pas comme l'a dit le ministre Retailleau, de l'ordre et d'apporter, évidemment, c'est important dans une reconstruction uniquement de l'ordre, mais également apporter de la perspective. Et donc,
on est sollicité au titre de Martinique Développement pour aider à trouver des solutions pour que les petites entreprises, les personnes qui dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, vu l'ampleur des dégâts, vont devoir repartir. Et donc, mon message, c'est simplement de dire que tout un chacun ici, avec nos responsabilités, avec nos réseaux, avec nos contacts, sans être forcément là-bas, sans n'envoyer que de l'argent, on peut être un suppléant, on peut être un soutien, parce qu'on a des logistiques et des façons de faire qui parlent aux Mahorais. Et avec Martinique Développement, on va mettre des choses en place. Et puis, dernière chose, et ça a été un peu dit, c'est aussi une leçon d'humilité face aux risques majeurs. On a connu, dans une très très faible proportion, mais ce qui nous a paru énorme à l'époque, Beryl, plus tôt dans cette année. Et il faut véritablement, dans nos politiques publiques, dans nos décisions, se demander si ce que nous votons, ce que nous mettons en place, est à l'épreuve du temps. Et c'est une réflexion personnelle, mais je la partage de temps en temps. Je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup appris, ne serait-ce que du passage de Beryl. Et il faut apprendre du passage de Chido à Mayotte. Il faut apprendre sur la construction de nos infrastructures. Il faut que notre population apprenne, quand elle investit, quand elle construit, que la nature est plus forte et plus grande que nous. Encore un cas manifeste, encore un cas extraordinaire et malheureusement dévastateur. Il faut absolument, si on parle de résilience, il faut apprendre de ces phénomènes-là. Parce que si on n'en apprend pas, ce n'est pas de la résilience, et je le dis souvent, c'est de l'insouciance. Les choses passent, on réagit, et puis le jour d'après, on fait comme si rien ne s'était passé. Il faut absolument qu'on soit beaucoup plus humble par rapport à tout ça. Merci, Madame Beaulieu, Madame Concorde après. Merci, Président. Oui, je rejoins totalement ce que vient de dire le collègue sur la nécessité pour nous d'être plus résilients face à des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus puissants et de plus en plus dévastateurs. Il y a effectivement les constructions, mais au-delà même des constructions qui parfois pourraient être aux normes à la fois parasismiques, paracycloniques et autres, il y a un coût qui est de plus en plus important pour le particulier qui veut construire son logement. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais au-delà de la dimension de construire en tenant compte des aléas qui peuvent nous toucher, il faut aussi qu'on adopte les bons comportements face à ces événements quand ils sont à l'approche et lorsqu'ils qu'ils frappent nos territoires. J'ai vraiment le sentiment que tout ce qu'on nous apprenait quand j'étais enfant et qu'on voyait systématiquement en boucle pendant les périodes critiques, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. C'est pas toujours très lisible les messages qu'on nous envoie. Et je pense qu'il est nécessaire de ne jamais oublier que génération après génération, eh bien, on a des personnes qui n'ont pas vécu personnellement des phénomènes comme le cyclone qui est passé, ou même des cycles, des phénomènes de moindre ampleur. Quand on a la mémoire vivante, quand on l'a vécu, on ne se prépare pas de la même façon que quand on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc je crois qu'il faut qu'on reprenne en main aussi cette dimension d'éducation et d'information face à ces risques-là. Merci. Merci, Madame Concorde. Oui, un peu sous forme de boutade. Il y a un nom de famille qui revient régulièrement dans toutes nos déclarations, et en particulier sur celle que je viens d'entendre, la famille Il faut. Ça revient de manière récurrente. Il faut qu'on sorte de ça. Le il faut là, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'il y ait des plans sérieux. On vient de voter un budget. Il faut détacher des lignes budgétaires sérieuses avec des services dédiés. Il ne faut pas me dire qu'il y a ça. De grâce, ne me dites pas qu'il y a ça. Où il faut rentrer véritablement en résilience et mettre en place un plan de travail sérieux, argumenté, budgété, avec des fiches actions. C'est demain. Et qu'on arrête en permanence avec la famille, il faut. Yo mort, la famille, il faut mort, il mort. Papa les dit yo encore. Passons à autre chose.
soyons concrets, soyons pragmatiques et donnons collons de l'action à nos intentions. Dans 2 ans, il y a un cyclone, on va reprendre le même discours que je viens d'entendre là encore. Et puis on a fait quoi entre les deux? Rien. En tout cas, rien de vraiment massif, alors que tout le monde sait qu'on est pris dans la tornade de dérèglement climatique qui est en train d'impacter notre zone Caraïbe et d'autres pays, mais là je parle plus particulièrement de la Caraïbe parce que c'est la nuit. On est là. Barbade a déclaré l'urgence sur le dérèglement climatique et en train de mettre des choses très concrètes en place. Alors peut-être qu'on va me dire que c'est à cause de l'État, il faut être indépendant, etc. Sortir l'État colonial pour qu'on avance. Faire un congrès, changer, passer au 75, jusqu'à 74, presque pas le mode encore. Désolé, mais à quel moment on passe au concret? Ce discours, je l'entends tout le temps. Le dérèglement climatique, on est en train de le prendre dans les gencives graves. Parcourir les côtes de Martinique. Tout simplement, je marche le dimanche à 7+. Chaque dimanche, je vois la différence entre le dimanche d'avant et le dimanche d'après. Ben là, j'enlève nous. Et puis on est là à invoquer la famille, il faut à chaque fois. Alors désolé, mais là maintenant, il faut l'appeler la famille, il faut faire. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Monsieur Larcher, Madame Léontin après. Oui, alors, j'ai eu l'occasion d'aller à Mayotte plusieurs fois. Mayotte, le problème qui s'est posé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu ce référendum avec les Comores, Mayotte, tout cela, où les Mahorais ont voté français, c'est-à-dire avec... Ouais, je crois que ça s'est passé en 1975. Bon, est-ce que les Mahorais ont effectivement voté français? Je n'en sais rien, je suis très sceptique. Parce que les Français voulaient garder une mainmise sur le golfe de Mozambique. Yoni Machet. Alors, finalement, Mayotte est resté, on a lâché les Comores. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mayotte n'a pas voulu être région, a voté pour être... C'était le département, être département français. Et les collectivités, et toutes les mairies, toutes les communes de Mayotte ont réagi, ont fait en sorte que Mayotte soit département français. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Comoriens viennent à Mayotte, les Comoriennes accoucher à Mayotte. C'est le droit du sol. Parce que quand on accouche sur le territoire français, l'enfant est reconnu comme un petit Français. Alors là, je suis allé, bon, il fallait la maternité de Mamoudzou. Mamoudzou, c'est la capitale de Mayotte. C'est 19 naissances jour. Et c'est la plus grande maternité de France. Et il n'y a pas de place pour les femmes. Les femmes accouchent dans les couloirs. Il faut voir. Et ces gens-là restent à Mayotte, à Mamoudzou, et vivent dans des bidonvilles. Dans des bidonvilles. Alors, à la moindre de secousse rafale, les toits sont arrachés. Il y a même des tentes. Ils vivent sous de la toile. Alors, c'est un cas. Alors, on pourrait dire que quand Mayotte est devenu département français, les Français n'ont pas aidé. La subvention n'était pas suffisante. Ils ont eu à peu près 300 millions, mais ce n'était pas suffisant pour reconstruire l'île, le pays. D'autant plus que Mayotte est divisé en deux. Il y a la petite île et il y a la grande île. Alors on voyage en barge d'une île à l'autre. Et l'aéroport et la petite île de Mayotte, c'est la zone résidentielle. C'est là que se trouve l'aéroport, le préfet Villa, la gendarmerie, tout et tout. Et de l'autre côté, la grande île, c'est la précarité.
c'est la précarité. Alors du coup, il y a eu beaucoup plus de dégâts forcément sur la grande île parce qu'il y aura dans la misère. Il y aura dans la misère. Alors je crois que, bon, sans vouloir, je pense que les Français n'ont pas fait le nécessaire pour ce pays-là. Et ils sont très français, beaucoup plus, ils s'accrochent à la France. Très. Mais ils sont délaissés. Alors il faut, moi je suis favorable, très favorable à ce qu'on donne une participation. Moi je me dis qu'on n'aurait même pas dû donner une participation financière. L'idée serait beaucoup plus judicieuse d'envoyer, je ne sais pas, des plombiers, des charpentiers, des électriciens, des gens pour aller travailler sur ça, pour redresser le pays, donner un coup de main, et puis pour l'habitat. Plus que envoyer de l'argent. Merci. Madame Léotin. Oui, il y a effectivement un phénomène naturel violent qui est passé à Mayotte. Mais je signale que le cyclone Irma à Saint-Martin était beaucoup plus violent que le cyclone qui est passé à Mayotte. Donc Mayotte, ce n'est pas une question de catastrophe naturelle, Mayotte, c'est une catastrophe économique et sociale. Et je vais même dire une catastrophe politique. On a dit aux gens, à la veille du cyclone, qu'il y a des abris où ils peuvent se réfugier, tant bien que mal, mais il y avait des abris prévus. Comme on fait ici en Martinique, quand vous êtes dans un logement qui risque de disparaître. Mais les gens ne sont pas allés dans les abris, pourquoi? Le collègue Larcher l'a un peu dit. La population de Mayotte, c'est beaucoup de migrants, en fait des Comoriens, qui sont venus là de façon clandestine, sans papier. S'ils allaient dans les abris, on allait tous les répertorier puis les renvoyer aux Comores. Donc, Mayotte vit une situation qui est liée à son histoire elle-même. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Ce n'est pas les plans prévention, cyclones, c'est pas ça. C'est qu'une grande partie de la population qui vit dans des bidonvilles, et là, ce sont de vrais bidonvilles, ce sont des clandestins, immigrés, sans papier, mais en même temps, ils font partie de l'archipel des Comores comme Mayotte. Ce sont des cousins qui migrent comme ça. Donc, ce sont les mêmes familles. Ça, c'est l'histoire de Mayotte. Donc, bien sûr qu'il faut aider, mais il ne faut pas qu'on prenne nos schémas d'ici, où nous avons quand même depuis pas mal de temps des plans de prévention. Il ne faut pas coller les schémas de la Martinique avec les schémas de Mayotte. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Donc, madame, on va conclure. Il y en a rajouté, président. Juste une petite chose. Il est quand même désagréable de voir circuler dans Martinique Première, sur Martinique Première, que la collectivité a voté 50 000 € pour Mayotte, alors que ça circule depuis ce matin dans la presse, alors que nous n'avons pas encore voté. Je pense qu'il faut éviter ce genre de choses, parce que ça veut dire tout simplement que les élus sont des inutiles et qu'on donne la priorité à la communication sur la décision démocratique. Alors c'est la décision démocratique qui doit l'emporter. Après, il y a... Allez-y. Non, Président, je crois que les débats ont été suffisamment riches pour passer au riches, vote donc je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci. On va voter alors. Monsieur Marie-Sainte, il faut voter. Voilà, merci. Merci, collègues, pour eux. 44 unanimité, 44 pour, 0 contre. Voilà.
nous allons terminer donc avec le dossier de Madame Di Géronimo. On commence les dossiers de Madame Di Géronimo. D'accord. Donc le dossier 21, il s'agit le titre part de lui-même, hein, c'est le protocole qui fixe les relations entre la collectivité territoriale de Martinique et l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens. Donc ce sont des missions d'audit qui auront lieu du POFEDER FSE 2014-2020 et du POFEDER FSE Plus 2021-2027. Donc c'est un protocole, hein, qui sera inscrit donc, entre la CTM et la NAF, qui décrit donc le périmètre et la nature des travaux qui sont effectués par la CTM pour le compte de la NAF, une mise à disposition aussi d'une équipe d'audit, le positionnement de l'équipe d'audit dans le respect bien sûr du principe de la séparation des fonctions de gestion et des fonctions d'audit, et ainsi que des modalités de validation des contrôles effectués par la NAF. Donc, en résumé, un ensemble de modalités qui permettent de garantir l'indépendance, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et le professionnalisme de la piste d'audit, ainsi que la bonne gouvernance du POFEDER FSE et du POFEDER FSE Plus 2021-2027. Voilà, donc je ne serai pas plus longue. Il s'agit pour vous d'approuver donc le principe de ce protocole et d'autoriser à donner au président du conseil exécutif la signature du présent accord et de prendre toutes les dispositions utiles à sa mise en œuvre. Merci Audrey. Est-ce qu'on vote celui-là? Oui. Et après, je regroupe les autres dossiers. Qu'est-ce qui veut donner l'avis là pour la commission gouvernance? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Madame Beaulieu. Merci, Président. L'avis de la commission est favorable à l'unanimité. D'accord. Protocole normal, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non? Ok, nous votons le protocole, Audrey? Oui, rien de particulier. Allons-y. David Dinal, il faut voter. Il n'est pas là, M. Carrel, il faut fermer. Ok, donc unanimité pour ce dossier, pour ce protocole, 42 pour 0 contre. Nous allons passer maintenant au dossier FEADER et FEDER. On va les regrouper. Oui, Président, je vous propose qu'on les regroupe. Vous dire que nous avons 3 dossiers FEDER. Alors, un dossier concernant la mise en place d'un système d'irrigation sur le site des 3 îlets, porté par la SAS Distillerie agricole de Sainte-Luce, pour un montant de 2 668 732,42 €, financé à hauteur de 75% par les fonds européens. Un dossier concernant l'acquisition en 2024 de bâtiments de production et de conditionnement existants dans le cadre d'une nouvelle installation portée par la SAS Rivière-Noire pour un montant de 2 055 000 €, financé par les fonds FEDER, donc à hauteur de 75%, ainsi qu'un dossier porté par la SAS Denel pour un projet concernant la modernisation de la ligne de production par acquisition d'équipements et aménagement d'une zone de stockage de matières sèches, qui représente un budget global de 890 059,03 €, finançable à 75% par ces fonds FEDER. Je rappelle que
Tous ces dossiers ont reçu un avis favorable de l'ITP. Et le dernier dossier concerne le fonds FEDER, porté par la SAS Les Troiles du Sud, pour la création d'un complexe cinématographique Les Troiles du Sud. Voilà, Président, pour l'ensemble de ces dossiers pour lesquels l'ITP, en tout cas, a émis un avis favorable. Je porte juste à la connaissance de l'Assemblée un point concernant la SAS Étoile du Sud, puisque vous allez peut-être vous interroger sur ce dossier, puisque l'inauguration du complexe cinématographique a déjà eu lieu. Vous dire que le dossier a été déposé le 3 février 2023 pour respecter les faits d'incitativité, car la plateforme Synergie n'était pas opérationnelle, et que l'instruction a débuté à partir du 28 août 2024 pour une demande de pièces complémentaires. Donc ce dossier a été déclaré complet le 8 novembre 2024 pour une présentation en instance technique partenariale le 26 août 2024 et une programmation à l'Assemblée d'aujourd'hui. Voilà, Président, pour des précisions sur ces différents dossiers. Merci. Donc, je vais demander à Mme Toel rapidement. Mme Toel, sur les dossiers agricoles. Quel est l'avis de la commission agricole, Mme Toel, sur les trois dossiers FEADER? Oui, pour les deux dossiers FEADER, alors celle du la SAS Rivière Noire à la Joupa et SAS de Denel au Beaumont, nous avons donné un avis favorable. D'accord. Madame Ravin, pour l'Étoile du Sud. L'avis favorable, Président. Merci, collègue. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur l'un de ces quatre dossiers, les trois agricoles et l'Étoile du Sud? Non. Monsieur Marissette. C'est juste une observation, je m'associe à ce qu'a dit mon collègue Carole tout à l'heure. Cette intense communication qui annonce déjà des choses avant même que l'Assemblée ait à les examiner et à prendre des décisions. Il a déjà été communiqué que ce projet a été financé, c'est ça qui a été dit, par la CTM et fonds européens. Alors que c'est aujourd'hui que nous prenons cette décision. Bon, nous allons voter pour, mais je dis quand même, dans la communication, on devrait quand même un petit peu nous respecter. Merci, monsieur Bontado. Oui, très rapidement, Président, mais juste pour saluer la ténacité et la persévérance des investisseurs sur ce projet de l'Étoile du Sud. Quand on sait qu'il y a eu des retards, Covid, fouilles archéologiques, etc., c'est un projet engagé il y a maintenant près de 5 ans, qui voit le jour et qui est une vraie bonne nouvelle, une vraie attractivité pour le Sud et une vraie opportunité à la fois pour les Martiniquais et ceux qui viennent en Martinique. Donc je voulais tout simplement et très modestement saluer ce projet et la porteuse de projet que tout un chacun connaît. Merci, Président. Merci. Pas d'autres interventions? OK. On peut mettre au vote? Rien à signaler, Président. Allons-y, madame. Mettons en vote les 4 dossiers. On n'a pas pris part au vote, c'est tout. Non. Ouais. OK, il faut fermer. Merci. Donc, unanimité sur ces dossiers. 40 pour 0 et 4 personnes n'ont pas pris part au vote.
Voilà, collègues, nous terminons. Il nous reste maintenant la motion à analyser. Merci, Président. Madame Manet. Oui, merci, Président. Je voudrais juste porter une information qui, à mon avis, est quand même importante par rapport à nos liens avec nos sportifs qui sont à l'extérieur. On a appris tout à l'heure la grave blessure de Mathias Le Sort, le basketteur, que nous avions reçu donc, après les JO. Et au cours d'un match avec son équipe Panathinaikos, ouais, voilà. Panathinaikos. Voilà, il a une grave blessure de la jambe. Et donc, je voudrais qu'on ait une pensée pour lui. Il a été l'un des rares sportifs martiniquais à se voiler de notre drapeau rouge, vert, noir après donc, sa victoire, puisqu'il a eu la médaille d'argent avec l'équipe de France de basket. Merci. Ça me touche d'autant plus que vous savez tous qu'il est du Mont-Nevers et que je l'ai déjà reçu plus d'une fois. Je sais. Ses premiers paniers ont été faits au Mont-Nevers. Voilà, donc je suis encore plus touché. Collègues, voilà, a priori, nous n'avons pas le quorum pour... Parce que je vois que tout... Mais nous allons annoncer quand même j'aimerais quand même au moins qu'on lise la motion. Est-ce que l'un d'entre vous peut accepter de la lire? Oui, Catherine. Juste un point d'ordre. Il serait opportun que désormais, lorsque nous votons une motion, qu'il y ait la liste des élus qui ont voté cette motion. Il nous arrive régulièrement de devoir nous justifier d'avoir voté des choses parce qu'on écrit simplement « les élus de l'Assemblée ». Non, la motion, elle est identifiée, elle est individualisée dans les votes. Désormais, lorsqu'on vote une motion, il faut écrire « voter par » 2 points. Parce que ça prête à confusion et on passe un temps fou à se justifier quand on n'a pas voté. Merci. Est-ce que quelqu'un veut lire quand même la motion? Qui a la motion? Donc, M. Chabas. Merci, Président. Donc, voilà, je donne lecture de la motion. Motion de l'Assemblée de Martinique relative au projet de loi des finances 2025 et à la préservation des ressources des collectivités territoriales. 19 décembre 2024. Considérant la dégradation de la situation financière des départements et régions de France et des pays d'outre-mer, due à la combinaison d'une baisse continue des dotations de l'État, de recettes fiscales en diminution et d'une hausse des dépenses obligatoires de personnel et de solidarité. Considérant les dépenses imposées par l'État aux départements et régions et considérant l'insuffisance des compensations de l'État qui correspond à une perte de 150 millions d'euros pour la collectivité territoriale de Martinique. Considérant le recours introduit par la collectivité territoriale de Martinique contre l'État pour manquement à l'obligation de compensation de charges transférées, caractérisant une véritable profitation de l'État. Considérant les marges de manœuvre extrêmement limitées des collectivités, leurs recettes étant composées à plus de 70% de dotation de l'État, considérant le poids financier que représentent les charges nouvelles imposées aux collectivités à l'image de la hausse annoncée par les cotisations CNRACL ou encore les revalorisations RSA, considérant pour l'année 2025 l'impact défavorable sur leurs finances des mesures d'économie annoncées par l'État sur les départements et les régions, considérant la position unanime de l'Association des départements de France et de l'Association des régions de France en faveur de la préservation des ressources des collectivités territoriales, l'Assemblée de Martinique exige la sanctuarisation dans le cadre du PLF 2025 des recettes de départements et régions et s'oppose à la diminution des dotations des départements et régions. Demande à l'instar de ce que propose l'Association des départements de France d'accroître à 88% le taux de compensation de l'État pour les dépenses de RSA, diminuant ainsi le reste à charge des départements. Demande la compensation totale par l'État des dépenses d'APA et de PCH des départements. Demande que l'impact de la hausse des taux de cotisation de la CNRACL soit partagé avec l'État. Refuse toute dépense supplémentaire non compensée dans son intégralité par l'État, y compris en ce qui concerne les aides sociales individuelles. Demande l'augmentation de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, TSCA, pour permettre au département de faire face aux dépenses en constante croissance des services d'incendie et de secours. Exige une meilleure prise en compte des réalités des pays d'outre-mer dans les attributions de dotation par l'État en tenant compte des indicateurs réels de pauvreté, de chômage et de démographie. Merci beaucoup.
Alors, collègues, vous avez observé que même nos propres collègues sont partis. Enfin, non, nos collègues sont partis. Donc, nous n'avons pas le quorum, il n'y a plus le quorum. On la fera voter quand même avec ceux qui sont présents. Donc, a priori, là, c'est notre motion. Mais même les collègues de l'Alliance sont partis. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette motion? Madame Dunon. Oui, c'est juste pour la première exigence de l'Assemblée. Elle exige la sanctuarisation et elle s'oppose, c'est au singulier également. Et ensuite, compte tenu que on a toujours dit que la Martinique était un territoire complètement à part, et dans la motion, on ne voit pas du tout la notion de collectivité territoriale. Donc, est-ce qu'on défend pour les départements et pas pour nous, quoi? Est-ce qu'il y a une autre observation? Bon, nous mettons au vote. On fait le vote quand même avec ceux qui sont là, on verra bien. Étienne, tu ne votes pas, non? Non? Non, alors, juste un mot concernant ce qu'a dit Catherine tout à l'heure. C'est une réalité, c'est-à-dire que nous avons voté une motion à la dernière plénière et beaucoup de collègues ont été pris à partie par rapport donc à ce vote. Ma collègue n'étant pas là ce jour-là, moi j'ai voté pour elle. Et elle a particulièrement été agressée, donc je préfère ne pas voter pour elle. Pour tout ce qui sera en dehors de la motion, je voterai, mais là je préfère ne pas voter, parce que je ne veux pas avoir de reproches. D'accord. Merci, donc on peut clôturer le vote. Voilà, donc 23 unanimité des présents, 21 personnes n'ont pas voté. Bonsoir collègues, bonne rentrée chez vous et à bientôt.